That's not a knife. This is a knife. Hello les assoiffés de sang fictif, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à nous écouter parler de... L'art les a souvent dépeintes comme des êtres dangereux mais irrésistibles. Allégorie du démon tentateur, manipulatrice consciente de leur pouvoir sexuel sur les hommes. Une succube est une femme envoyée par l'enfer pour dévorer la vie d'un homme. Il est difficile de lutter contre elle, elle provoque l'amour par magie et rend leur proie aveugle. Une chose est sûre, les femmes peuvent tuer. Les grossesses, ça coûte très cher. Et dans la réalité, eh bien rien n'est simple, surtout avec la jante féminine. Mais la vérité, c'est que les femmes ont longtemps été des victimes, tout du moins des personnes socialement moins importantes que la jante masculine. Malheureusement, dans certaines parties de ce monde, elles le sont encore. Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Je sais, j'ai choisi un sujet touchy, et ce n'est pas peu dire. Les Nuits de Mashhad, titre un peu trop sulfureux qui suggère quelque chose qui n'existera pas dans le film, je lui préfère son titre original, Araignée sacrée. Il se déroule en Iran, pourtant il n'y a pas été tourné. Pire encore, les autorités du pays ont banni ce film et condamné toute personne ayant participé de près ou de loin à sa réalisation. Je suis sûr que même les stagiaires qui faisaient qu'apporter le café sont concernés. Le réalisateur, Ali Abazi, ainsi que ses acteurs ne vivent d'ailleurs pas en Iran et m'est avis qu'ils sont pas prêts d'y retourner. Abazi est un Danois dont je ne connais pas le peu d'autres films qu'il a réalisés. N'empêche qu'avec Les Nuits, il a raflé un sacré paquet de prix. L'actrice principale qui joue Arezou Brahimi, la journaliste enquêtrice, Zahar Amir Ebrahimi, a une histoire qui fait un peu écho à celle des Nuits. Au pays, on l'a impliquée dans une histoire de sextape, ce qui a brisé sa carrière ciné car interdite d'écran et en plus, elle a été condamnée au fouet. Du coup, elle s'est barrée le matin de l'exécution. Bah ouais, logique. Et elle vit désormais en France dont elle a obtenu la nationalité. En tournant dans Les Nuits, bien évidemment qu'elle n'arrange pas son cas auprès de son pays natal. Son prix d'interprétation féminine obtenu à Cannes est condamné au même titre que le movie. Fun fact, la meuf parle farsi, 2 types d'afghans, anglais, français, arabe, allemand et italien. 8 langues. Pas mal pour un être dont le témoignage vaut 2 fois moins que celui d'un homme. Je n'ai trouvé presque aucune information sur Mehdi Bajestani, interprète de Saïd Azimi, le tueur. Mais je parie que lui aussi a dû définitivement renoncer à rentrer. Alors pourquoi tant de scandales autour de cette œuvre? Vous allez le savoir bientôt. Et ça va péter. Une femme est en train de se préparer et elle présente des marques d'abus physiques. Elle a une gamine au lit qu'elle embrasse avant de partir. Quel pourrait être son métier à une heure où les enfants dorment? Ben ouais. Pardon mes assoiffés, je fais une mini pause pour dédier ce numéro à mon poteau Libelle, car c'est à lui que je dois cette belle découverte. Gros cœur pour toi l'ami. Il me l'avait vendu comme étant un brin similaire à Golden Gloves, mais surtout le pitch m'avait titillé. Imaginez-vous, être une prostitute c'est déjà pas jojo, mais alors dans un pays qui applique une bonne partie de la charia, ça doit être une dinguerie. La preuve en image, tout le monde la dévisage comme une pestiférée. Bienvenue à Mashhad, qui signifie lieu de martyr, ville considérée comme l'une des plus saintes d'Iran, car y repose l'imam Reza, le 8e parmi les 12, selon le chiisme duodécimain. C'est un très important lieu de pèlerinage, donc autant dire que des filles de joie qui racolent près du mausolée, ça passe moyen. De plus, c'est de notoriété publique que la plupart d'entre elles sont accros à la drogue. On la suit donc dans sa tournée où elle subit toutes sortes d'humiliations, de violences et récolte de nouvelles traces de coups. Sa dernière passe est un motard qui la ramène chez lui, mais au dernier moment elle ne le sent plus du tout. Trop tard pour celle qui s'est approchée bien trop près du centre de la toile. Et la métaphore n'est pas exagérée. Ce tueur a donc une particularité stupide et très imprudente. Il ramène ses proies chez lui. Il faut savoir qu'il est marié avec 3 gosses. Et con lui, hein. Il a juste de la chance que sa femme passe la moitié de sa vie chez ses parents. Bref, l'homme l'étrangle avec son propre foulard qui faisait office de voile. Après, il la charge sur sa moto et l'abandonne quelque part avant de téléphoner à un journaliste à qui il raconte tout jusqu'à ses motivations et il rentre chez lui pépouze. Mais pourquoi est-il si méchant? Vous le saurez soit en vous procurant Les Nuits de Mashhad, soit en me suivant maintenant dans la partie spoil. Quand j'ai échangé avec Libelle sur le movie, il m'a surprise en me disant qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir une forme de compassion pour lui. C'est vrai qu'au fond, il a pas l'air d'un mauvais gars. Un homme ordinaire avec une gentille petite famille. Il adore sa femme et ses gosses qui le lui rendent bien. Sa belle famille est aux petits soins pour lui. Et son boulot, bien que physiquement fatigant, ne semble pas lui déplaire. Sauf qu'une fois le masque tombé, il se révèle sans aucun respect ni empathie envers ses victimes. Des femmes abîmées par leur vie et déjà au banc de la société. Il sait pertinemment qu'il s'en prend à des mères.
L'une d'elles lui demandera si elle peut manger une pomme, qu'il ne lui laisse même pas finir, et si cela nous semble anodin, apparemment ça ne l'est pas pour les Iraniens. J'ai une collègue enseignante de farsi avec qui j'ai discuté des nuits, et elle m'a dit que chez eux, on ne laisse jamais une femme enceinte avoir faim, et on doit lui donner des trucs acides, type pomme. Du coup, ce public a direct compris à quel point Saïd est un fils de pute de barbare. Zéro regret, Saïd assume jusqu'au bout, car selon lui, ce n'est pas un tueur, mais un justicier qui mène un djihad contre le vice. Tous ces crimes sont perpétrés en hommage au 8e imam et au nom de son Dieu. Alors je veux bien qu'on dise « Ah quand même, le pauvre, justement, il est endoctriné, c'est pas entièrement de sa faute. » Mais si t'étais vraiment un soldat de Dieu, tu attaquerais aussi les michetons et pourquoi pas les dealers. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Tous ceux qui pêchent doivent être punis, non? Heureusement, le film ne nous laisse pas dans cette facilité et nous montre petit à petit la vérité, bien plus prosaïque. S'il est vrai que Saïd ne les baisse pas, le désir est bien réel. Et la prostituée enceinte, encore elle, va réveiller ses envies à tel point qu'on peut se demander ce qui serait arrivé à son pauvre corps si la femme de Saïd n'avait pas débarqué à point nommé. Saïd reportera donc son envie sur son épouse qui ne demande pas mieux, seulement dans sa tête. À qui pense-t-il vraiment? Une autre chose pourrait expliquer ces crimes. Saïd est un vétéran de la guerre Iran-Irak, alors c'est complètement probable que ça lui ait secoué le bocal. En tout cas, vous avez deviné pourquoi les autorités iraniennes ont tiré la gueule lors de la sortie du film. Et si seulement ce n'était que ça. Le film va bien plus loin dans la dénonciation. En effet, nous suivons Arezou, une journaliste venue de Téhéran, qui souhaite plus qu'un super article. Elle réalise que ni la police, ni les représentants religieux ne feront quoi que ce soit pour arrêter le tueur à régner. À demi-mot, ils lui font comprendre qu'après tout, les putes l'ont bien cherché, elles offensent cette terre sacrée, et blablabla. Arezou va devoir se débrouiller pratiquement toute seule pour trouver le mécréant, quitte à se mettre elle-même en danger. Et je ne parle pas seulement de la scène de confrontation entre deux. C'est une société extrêmement pieuse, et dont la religion n'autorise pas les femmes à évoluer dans l'indépendance. Or, Arezou ne se laisse bullshiter par personne. Elle a du répondant. Tout ce qui nous paraît anodin, nous, occidentaux, devient presque une affaire d'État là-bas. D'où tu prends une chambre d'hôtel toute seule alors que t'es pas mariée? D'où tu mets pas correctement ton voile? Y a une mèche qui dépasse. D'où tu fumes des clopes? Un truc de fou. Elle se fait tout le temps reprendre par des mecs qu'elle connaît même pas. Ils sont hyper condescendants et quand elle dit les termes, ils deviennent concupiscents. C'est très agaçant de les voir sans arrêt la reprendre comme une petite fille. Et que d'hypocrisie à l'égard du sexe. À part son pote journaliste, Arezou est en danger n'importe quand avec n'importe qui. Le film va bien plus loin encore dans le délire je m'en fous, je balance. C'est clairement annoncé que Saïd n'est pas le seul à penser avoir agi pour le bien. Très vite, le quartier le soutient à travers des dons pour la famille. Puis c'est la ville qui manifeste pour sa libération. Les autorités religieuses ne vont pas explicitement dans ce sens, mais bon, ils disent pas non plus le contraire. Wallah, tu mens, frère. Encore plus fort, sa femme valide tout. Elle, par contre, j'arrive à avoir de la compassion pour la mère de famille bientôt veuve qu'elle est. C'est touchant lorsqu'elle craque après la condamnation à mort de son mari. Quant à son fils, lui non plus n'a rien compris. Au lieu d'accepter que son daron soit un criminel de sang-froid, il en est super fier au point de vouloir prendre la relève. Il le révèle dans une scène glaçante filmée par le duo de journalistes. Scène dans laquelle il explique le modus operandi du vieux tout en se servant de sa petite sœur pour jouer le rôle de la pute. Pas joli tout ça, jeune homme. En gros, Les Nuits de Mashhad nous dépeignent une société ultra autoritaire envers le sexe féminin. Contrôlé, fliqué, rabaissé et puni selon une idéologie mortifère qui s'insinue dans le moindre aspect de leur vie. Et que ce soit présenté dans le monde entier lors des plus prestigieux événements, c'est inacceptable pour les leaders iraniens. Pour eux, c'est un film à portée politique. Voilà. Ah ouais? Qui donne au monde une mauvaise image du pays. Mais vous inquiétez pas les mecs, on n'avait pas besoin d'un film pour le savoir. En écrivant cette chronique, je me dis que si j'avais été iranienne résidente là-bas, ce numéro m'aurait sûrement valu des ennuis. Ça laisse songeur, hein.
Bon, parlons du niveau badass du movie. Vous avez bien compris qu'ici ce sont surtout la violence psychologique et sociétale qui sont mises en relief. Sur les 16 victimes, la main suffit à compter celles qu'on voit. Les étranglements, c'est moche et ça fait souffrir. Si on reste encore loin du boulot soigné dans Golden Gloves, on reste sur de la tuerie brute et réaliste. On distingue très bien les craquements dans ce lourd silence, c'est plutôt efficace. J'aime la machette, savez-vous comment ? Quand elle déchiquette avec un bon tranchant. Je la décerne à l'unique moment comique de l'histoire. Il s'agit du meurtre laborieux de Zinab, une michetonneuse singulière car elle semble adorer son job. Elle a un comportement obscène qui effraie Saïd, au point de lui faire perdre ses moyens. C'est elle qui le répugne le plus. Et qui lui donne le plus de fil à retordre. Voilà une tigresse ultra résistante qui aime les jeux violents et renvoie les coups. Elle met du temps à claquer. Et même là, il n'est pas au bout de ses peines. Il croit la voir rire de lui. Ce qui lui fait la désacraliser un peu plus. Et quand il doit sortir le corps, on n'est clairement pas sur une crève-la-faim comme les autres victimes. Et pour cause, Zinab est mariée avec une gosse. Elle ne manque de rien du tout. Elle fait ça pour se payer sa drogue et appelons un chat, c'est une cochonne. Donc Saïd va devoir redoubler d'ingéniosité pour se débarrasser de son fardeau. Malgré ses côtés femme fatale, la pauvre Zinab finit victime, mais nous régale d'un moment qui fait du bien. C'est trop marrant de voir Saïd galérer comme le connard illuminé qu'il est. Katana, katana, tu fais le job mais pas tant que ça. Je voudrais revenir sur le meurtre de la première victime qui aurait pu gagner la machette grâce à un procédé très intéressant, quoique injuste au regard de l'histoire. C'est justement pour ça que je lui donne pas ce prix. Lors du meurtre, la caméra focus sur le visage torturé de la victime. Mais bientôt s'opère une subtile distorsion de ses traits avec une intensification de la couleur rouge un peu partout. Les yeux qui s'injectent de sang, le foulard, la bouche outrageusement maquillée. Ce n'est plus une femme qui meurt, c'est une chétana qui agonise. Tout est là. On voit cette victime à travers le filtre du regard de Saïd, si bien qu'elle n'en paraît plus une. Pourquoi j'ai dit injuste ? Justement, parce que ce n'est clairement pas une femme fatale, mais bel et bien une victime à laquelle on commençait à s'attacher en plus. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Oh putain, quel loser ! Ce couteau à beurre, il coupe rien, quelle horreur ! Couteau à beurre. Il s'agit de l'exécution de Saïd qui connaît une mort similaire à celle de ses proies. Pour ça, je dis GG. Et c'est marrant parce que le mec a cru jusqu'au bout qu'il s'en sortirait. Il pensait pas être condamné à mort, grâce au soutien du public. Sauf que si t'assumes fièrement et sans remords, surprise, motherfucker, tu laisses aucun choix au tribunal. Condamné 12 fois à mort. Ah ouais, quand même. Comme ça, t'es sûr de chez extra certain qu'il sera plus vivant. Ensuite, son beau-père et un ami vétéran lui promettent l'évasion le jour de la sentence, histoire qu'il ferme sa gueule. Il arrive même à échapper au coup de fouet que tout le monde semblait avoir oublié. Sauf évidemment à Arezou. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour Saïd quand... surprise, motherfucker, on le prend. Eh ouais. C'est pas toi qui décides. J'attribue le couteau à cette mort car je déteste le visuel de Saïd. Il renvoie une image d'humilité, de désolation et de tristesse qui, à mon sens, ne lui correspondent pas. C'est à mettre en miroir avec la première victime, si bien que je pense qu'ici, c'est la vision que Saïd aurait eue à son propre égard s'il s'était vu mourir. Je n'ai pas mentionné plein d'autres détails et révélations de cette œuvre intéressante, percutante et terriblement actuelle. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais cet homme a réellement existé. J'ai trouvé peu de choses sur le sujet, alors je ne sais pas tout à fait où est la frontière entre fiction et réalité. En tout cas, on est sur du réalisme brut et finalement sans pitié pour personne. Un film qui fait réfléchir autant qu'il apporte une pierre précieuse à l'édifice du cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous attends dans les commentaires pour découvrir vos impressions sur Les Nuits. Je vous laisse avec La Femme Fatale de McCoy et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un numéro bien plus festif et léger. Le bisou! Ah, te voilà enfin. Oh, la formule. Clatou, Verata, Nicolas Cage. Ben voilà. Je l'ai dit. Alors, où se trouve la formule pour choper le priapisme? Parce qu'on m'a conseillé les petits pulls bleus et ça fonctionne pas des masses.
Groovy. Death Contest. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial Femme fatale, femme victime. Moi, c'est Josette. C'est ton cul, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebelle et tu me suces, tu m'entends, Josette? Josette, ton filet. Mais avec 3 têtes de nœud, fous-moi la paix, fourra merde, occupe-toi tout seul, espèce de manpoliche. Oh. Un titre assez antinomique puisqu'en général elles sont soit l'un, soit l'autre. Une femme fatale dans le cinéma, c'est un personnage féminin qui use de ses charmes pour piéger les hommes. Et dans mon choix du mois, ce sera plutôt une femme. Donc j'ai aussi ma femme victime. T'es un malin, toi, hein? Pour vous donner des exemples de femmes fatales, on peut citer Sharon Stone dans Basic Instinct, Kim Basinger dans LA Confidential, Juliette Binoche, qui bizarrement est végétarienne, dans Fatal, enfin pas celui-là, hein, celui-là, Nicole Kidman dans Prêt à tout, Uma Thurman dans Pulp Fiction, Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, et une belle brochette de James Bond Girl dont les images défilent sur l'écran. They're so beautiful, they should be shared. Dans Jeune femme partagerait appartement de Barbet Schroeder, réalisé en 92, la femme fatale n'a pas forcément les critères physiques requis pour le rôle. C'est justement la femme victime qui en est pourvue. That is so unfair. Le pitch. Allison Jones est une femme BCBG de la Grande Pomme. Après une rupture avec son petit ami qui l'a trompée avec son ex-femme, Ah bah bravo. Allison se cherche une colocataire afin de conserver son appartement, mais illégalement, car son bail ne lui permet pas de faire autrement. Tu vas regretter. Après plusieurs entrevues, elle choisit la timide et dégingandée Eddie, avec qui le premier contact s'est plutôt bien déroulé. Le souci, c'est qu'Eddie, elle se montre un peu intrusive au fur et à mesure. Elle laisse entrevoir des signes de jalousie, se révèle quelque peu manipulatrice, et semble un peu trop aimer la vie d'Allison au point de vouloir se l'accaparer. That seems like a red flag to me. Étant donné la nature du scénario et ses multiples rebondissements, à part le chien, qui lui ne rebondit pas, je peux pas vraiment développer au risque de vous gâcher le film. Il faut pas faire ça, c'est pas bien. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence doucement par emprunter des chaussures. Oh, c'est pas méchant. Puis des robes. Ça va encore pour le moment. Puis on passe à plus gros, genre une bite. Et là, ça va partir en sucette, littéralement. Quant au dernier tiers, on passe presque au slasher. Ça va tomber comme des mouches. Enfin, comme des chiens. Alors, jeune femme partagerait appartement. Single white female en VO, donc femme blanche célibataire. C'est bizarre d'être si spécifique avec blanche. Je suppose qu'aux USA, par souci de transparence et ou de culture, on préfère préciser. Je me suis pas attardé là-dessus, hein, mais j'imagine que les gens veulent pas de mauvaises surprises dans un sens comme dans l'autre. En plus, il est noir. Aujourd'hui, dans une annonce, je pense qu'on préciserait plus le genre de musique qu'on écoute, histoire d'éviter les engueulades. Juste baisser votre musique de sauvage. Donc je sais pas de quoi il leur tourne, je peux pas vous dire. Bref, c'est un film que j'ai vu 2 fois à mon adolescence et que j'avais apprécié, sans en saisir toute la portée psychologique. Comme les filles sont à moitié à poil dans plusieurs scènes, j'ai été, disons, ébranlé. Le terme est bon, je trouve. Et en fait, c'est un film qui tient encore vachement bien la route. Alors oui, hein, avec l'habitude, on n'est pas plus surpris que ça par le déroulé du scénario, mais à l'époque, c'était sûrement le cas. Cependant, il y a des efforts de réalisation et d'atmosphère. Les couleurs sont ternes dans les tons bleus, gris et blancs, et dans un appartement censé être de luxe, mais très défraîchi, qui rajoute de la glauquitude et des scènes déjà assez malaisantes. Les 2 premiers tiers sont basés sur le suspense qui va crescendo et qui fonctionne parfaitement. Après, c'est un peu plus grand guignolesque, hein, mais c'est plus ou moins un passage obligé. Le calme avant la tempête, quoi. Il faut que ça bouge. Au casting, 2 actrices montantes de l'époque. Oui, parce que comme elles sont dans un ascenseur, tout ça, quoi. Don't explain the joke.
J'aimerais ne pas avoir à le faire, hein, mais il y a mon pote Pierre-Yves là, qui regarde l'émission et des fois il a besoin d'un peu d'aide. Mais quel connard, ce type! Mais n'ayez crainte, pour éviter de me faire cancel, je ne m'attaque qu'aux hommes. McCoy, nobody moves until all the women and children are safe. Bridget Fonda, fondamentalement fille de Peter Fonda, petite fille de Henry Fonda et nièce de Jane Fonda. Nepotism, hein? Une carrière de 30 ans pour Bridget qui a pris fin en 2002. Pourquoi? Parce qu'elle s'est acheté une Jaguar. Can I call my folks and say I won't be home? Ever? I'm not used to this car. J'en rigole, mais c'est vrai, hein. Et ça lui a fracassé la colonne vertébrale. Mais je vous rassure, elle va mieux. Elle a épousé le compositeur attitré de Tim Burton, Danny Elfman. Et elle a pris un abonnement Navigo. C'est plus sûr pour tout le monde. Mais forcément, qu'il y ait accident et déprime, dit relâchement. Et autant je plaisante sur plein de choses, mais là, non. Parce que Bridget, elle a bien changé. Mais on la reconnaît à peine, hein. Comme quoi on est tous égaux. Chienne de vie. Alors Bridget, vous avez pu la voir dans Le Parrain 3, Doc Hollywood, Singles, de Cameron Crowe. Elle est Linda dans Evil Dead 3. Elle est Nina dans Nom de code Nina, le remake américain de Nikita de Besson. Elle a fait Jackie Brown de Quentin Tarantino, où elle se fait pilonner par De Niro. Le super Un plan simple de Sam Raimi. Le méga fun Lake Placid, dont je vous parlerai un jour. Et le tout naze Le baiser mortel du dragon avec Jet Li. Ouais, non, c'est abusé, hein, parce qu'en vrai, frapper une bille de billard en chaussons, ça donne ça, quoi. Wow. Donc faudrait voir à pas nous prendre pour des billes non plus, hein. Donc, une quand même bien belle carrière pour madame, sachant que je suis loin d'avoir tout cité, hein. Mais le summum de sa carrière, c'est Milliardaire malgré lui, où elle brille, à côté du plus grand, Nick Cage. Dans le rôle de la psychopathe, Jennifer Jason Leigh. Grande actrice, avec le triple de la filmo de Fonda, et qui travaille encore à l'heure actuelle. Elle est la fille de l'acteur Vic Morrow, tragiquement tué par les pales d'un hélicoptère, ainsi que 2 enfants, sur le tournage du segment réalisé par John Landis pour l'anthologie La 4e dimension, le film. As the aircraft dipped to the ground, its large rotor blades struck actor Vic Morrow and the 2 children he was carrying in his arms. They were killed instantly. La scène qu'ils ont tournée se situait au Vietnam pendant la guerre. L'épitaphe était donc toute trouvée. Vic, mort au combat. Déjà au plan pédagogie, c'est limite. Je vous cite 2 films par décennie pour Jennifer, sinon on n'est pas sorti des 11. La chair et le sang, de Verhoeven, et Hitcher, de Robert Harmon, avec Rutger Hauer dans les 2. Backdraft, de Ron Howard, aux côtés d'une autre psychopathe de la même époque, Rebecca de Mornay, que les anciens se rappellent pour son rôle dans La main sur le berceau. Dolores Claiborne, tiré de Stephen King. Les Sentiers de la Perdition et The Machinist, dans lequel Christian Bale joue un Somalien. Les 8 salopards de Tarantino et Annihilation d'Alex Garland. Possessor de Cronenberg Jr. et Pullman de Chris Pine. Very impressive. She's cute too, huh? Grande actrice, la Jenny, et elle est géniale dans Jeune femme partage l'appartement. Pour l'anecdote, il y a une petite apparition de Renée Estevez dans le film, fille de Martin Sheen et sœur de Charlie et Emilio Estevez. Le réalisateur, Barbet Schroeder, est un franco-suisse né à Téhéran et élevé en Colombie. Joli cocktail. Il alterne film documentaire et film de fiction. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas vu les docus, mais j'ai vu Barfly, le très bon Le Mystère Van Bulow, le polar Kiss of Death, où Nick Cage s'habille en Kaira de banlieue et lève des meufs en boîte. Oh, tout de suite, mais arrêtez, des fois je suis premier degré à regarder. 25. Nice and easy. 26. Jesus, what you been eating? Come on, you faggot. 27. Et pour finir, Schroeder a réalisé le sympa Calcul meurtrier avec la belle Sandra Bullock et les jeunes Ryan Gosling et Michael Pitt. Alors, pour résumer, Jeune femme partagera l'appartement est un thriller légèrement érotique, certes un peu daté, mais qui maintient son suspense brillamment. Il faut pas oublier que des psychopathes comme ça dans la vie, ça existe, hein. C'est tout à fait possible d'idolâtrer quelqu'un en point de partir en bûche, hein. Je
vois le poster qui est en face, je vais t'embrasser, tu vois. Du fond du cœur, tu vois. Tu resteras toujours dans mon cœur. Ça va, c'est. Et ça fait 5 ans, je vis que pour Van Damme. J'ai peut-être mon cercle de famille, mais aussi, grâce à Van Damme, j'ai gagné une autre famille, donc je vis que pour Van Damme. Alors, vous remarquerez que la musique de fond qu'a mis le monteur de Confessions intimes, c'est la musique de Brokeback Mountain. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, dans Jeune femme partagée à l'appartement, il y a certaines idées visuelles qui sont vraiment chouettes, comme ce plan où l'héroïne est filmée comme une ombre chinoise, tandis que la psychopathe est dans le même plan, parfaitement visible, afin d'illustrer comment cette dernière est en train de voler la vie de sa colocataire qui s'efface peu à peu. Les actrices sont superbes et pour un film de 92, le métrage travaille bien la psychologie féminine. Les hommes, eux, sont soit des infidèles, soit des prédateurs sexuels. C'est super sympa. À part l'ami homo d'Allison. Lui, il est gentil. On le sait parce qu'il a une chatte. Il y a vraiment une ambiance malsaine et glauque. On est loin d'une photographie à la Smallville, pour comparer avec un truc très coloré où fait tout le temps beau. Là, c'est terne et froid. On pourra aussi remarquer quelques petites incohérences, comme ces bouches d'aération qui permettent l'écoute d'un appartement à l'autre, mais que quand ça sert le scénario. Il y a un moment, il y a Ellie qui scande le nom d'Allison et pète un vase près du conduit, et Allison et son pote à l'étage n'entendent rien du tout, mais la seconde d'après, ils parlent tous les deux d'Ellie à un volume très raisonnable, mais cette dernière entend absolument tout. Ah oui, ça c'est pas banal, ça. Après, c'est un détail, on s'en fout, et disons que c'était une erreur évitable. J'ai adoré redécouvrir ce film avec un œil adulte. Un thriller très recommandable. Voilà, c'est fini pour novembre. On se retrouve en décembre avec une émission particulière, comme à chaque Noël. Ciao les assoiffés!